Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le temps des adieux pour Jacques Chirac. Il a présidé sa dernière cérémonie du 8 mai. Le président de la République s'est offert à cette occasion l'un de ses ultimes bains de foule. Nicolas Sarkozy, lui, sera de retour jeudi à Paris après 3 jours de vacances. Le président élu séjourne avec quelques proches sur un yacht de 60 mètres au large de l'île de Malte. Une élection qui devrait provoquer le retour de Johnny Hallyday en France. C'est ce qu'indique son épouse. Le chanteur qui s'était installé en Suisse pourrait alors bénéficier du bouclier fiscal qui plafonnera les impôts directs à 50% des revenus. Un gigantesque incendie a provoqué de gros dégâts près de Lyon. 2 bâtiments ont été détruits, des logements endommagés. L'explosion d'une citerne a fait 5 blessés légers. La paix après 30 ans de conflit en Irlande du Nord. Le pays a vécu un grand jour avec l'installation d'un gouvernement dirigé par le protestant Ian Paisley et le catholique Martin McGuinness. Enfin, Laure Manodou a choisi Par amour et elle enfonce le clou. Je ne rentrerai pas en France, annonce la championne qui a rejoint son fiancé en Italie. C'était donc la 12e et la dernière. Jacques Chirac s'est attardé un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée lors de cette ultime cérémonie de la victoire du 8 mai 45 à Paris. Beaucoup étaient venus spécialement pour ce rendez-vous. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Solennité du cortège présidentiel qui remonte ce matin les Champs-Élysées. Le chef de l'État a présidé pour la 12e et dernière fois l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Dignité et émotion de l'instant, ce 8 mai, c'est aussi la page Chirac qui se tourne. Très triste, infiniment triste. C'est une période qui s'achève et je suis très nostalgique aujourd'hui. Ce dernier 8 mai, on s'est dit on va venir le voir, le soutenir et l'encourager, lui souhaiter une bonne retraite. Nicolas Sarkozy, le successeur, n'est pas là. Parti se reposer, il n'a pas, dit-il, voulu donner l'impression d'une république à 2 têtes. L'histoire ne se répète pas. Il y a 12 ans, dans le même cadre, Jacques Chirac, qui vient d'être élu, est aux côtés de François Mitterrand qui s'apprête à partir pour l'image d'une transition apaisée au plus haut sommet de l'État. Ultime poignée de main pour Jacques Chirac, tel qu'en lui-même. Vous saluez. Tout de même, ça c'est content. Ça une forme merveilleuse, une forme superbe. Hein. Comme tous. Presque retraité de la République, Jacques Chirac affiche sa propre forme. Il prend tout son temps, comme pour revivre le condensé des milliers et des milliers de bains de foule pratiqués en spécialiste tout au long de ses 2 mandats. Tous mes vœux de réussite. Belle ville, belle région. Tous mes vœux de bonheur et de réussite à toutes et à tous. Et puis il y a cette accolade à Jean-Louis Debré, l'ami de toujours. Salut aussi aux ministres qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, ne le seront plus dans 8 jours. Jacques Chirac s'en est allé, saluant de sa main levée, comme il l'a fait pendant 12 ans. Jacques Chirac, le président sortant, et Nicolas Sarkozy, le président élu, apparaîtront pour la première fois ensemble après-demain, jeudi, lors de la cérémonie commémorant l'abolition de l'esclavage. Pour ce dernier, pour Nicolas Sarkozy, la période de retraite et d'introspection, selon l'expression de ses proches, a donc pris, je vous le disais, l'allure d'une croisière de 3 jours en Méditerranée, entre Malte et la Sicile. Renaud Bernard, Guillaume Viard. Voici le Paloma ce soir au large de Malte. C'est à bord de ce yacht que Nicolas Sarkozy a choisi de passer quelques jours, le temps d'investir la fonction présidentielle, comme il l'avait annoncé avant l'élection. Il est accompagné à bord de son épouse Cécilia et de leur fils Louis. Le bateau compte 7 cabines grand luxe et un jacuzzi sur le pont supérieur. Nicolas Sarkozy a atterri à Malte hier soir à bord de ce jet privé immatriculé en France. Le yacht a levé l'ancre immédiatement cap au sud. Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara. Et ce matin, le bateau a pris la route de Syracuse en Sicile. Une croisière de quelques heures avant de revenir à Malte. Le bateau est escorté par un patrouilleur de la marine maltaise. Annoncé au dernier moment, l'arrivée de Nicolas Sarkozy a été placée sous haute surveillance par les autorités locales. Il y a beaucoup de policiers tout autour de la plage. Ils essayent de nous empêcher de prendre des photos. C'est très étonnant, ils font la chasse aux appareils photos. Et le paradoxe, c'est que sur le rivage tout autour de nous, il y a beaucoup de chasseurs armés qui se déplacent sans problème. Sur ce site internet, la location à la semaine du Paloma est proposée pour 193 000 €. Aucune information n'indique ce soir qui a pris en charge les frais de location. Le yacht appartient au groupe Bolloré, tout comme le jet privé. Un aller simple entre Paris et La Valette coûte normalement 40 000 €. Ce soir, l'entourage de Nicolas Sarkozy, l'UMP et le groupe Bolloré ne font aucun commentaire.
Bonsoir Sama Soula, vous êtes en direct de La Valette et vous avez d'autres détails sur le séjour de Nicolas Sarkozy. Oui, effectivement, le séjour de Nicolas Sarkozy, pour l'heure, c'est son jogging. Il y a quelques minutes à peine, nous avons croisé Nicolas Sarkozy en train de faire son jogging dans la petite baie de Delimara qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de La Valette. Nicolas Sarkozy qui était entouré de policiers maltais qui l'escortaient pendant ce jogging. Un jogging qui clôt une journée de croisière au large de la Sicile. Ce soir, le Paloma a regagné la petite baie où il avait déjà mouillé la nuit dernière. Sur le programme de Nicolas Sarkozy, évidemment aucune annonce officielle de son retour en France, mais selon des informations de sources maltaises, il devrait regagner la France demain, probablement à bord du Falcon qui se trouve toujours dans l'aéroport de La Valette. Nicolas Sarkozy, de toute façon, doit rentrer en France jeudi, puisqu'il a un rendez-vous d'inauguration avec Jacques Chirac. Merci Sama. Et ce séjour provoque des réactions. À gauche, François Hollande, interrogé ce matin, jugé normal que Nicolas Sarkozy prenne du repos. Mais ce soir, des critiques se font entendre au Parti socialiste. Vincent Peillon, qui était l'un des porte-parole de Ségolène Royal, dénonce ainsi une forme d'arrogance et même d'insulte. On n'a jamais vu, dit-il, quelqu'un qui affiche de façon provocatrice le goût de l'argent et sa proximité avec les milieux d'affaires. Critique aussi à l'UDF. Jean-Louis Bourlange estime que le choix de Nicolas Sarkozy relève d'un luxe inutilement ostentatoire. Fin de citation. Il est clair en tout cas que 48 heures après son élection, un style Sarkozy, très différent de celui de ses prédécesseurs, s'affirme, comme il s'est affirmé tout au long de la campagne. Un style décomplexé, à l'américaine, diront certains, où se mêlent la politique et les amitiés, le public et le privé. Alix Bouillaguet, Christian Leroux. Allure décontractée, large sourire, l'image d'un quinquas bien dans son temps. Voilà ce que veut nous montrer Nicolas Sarkozy. En famille ou au bureau, il se compose une carte postale à la Kennedy. Non, je suis Premier ministre. Quoi qu'il fasse, les caméras ne sont jamais bien loin. C'est même une véritable stratégie. L'homme politique moderne, c'est quelqu'un qui va au contact, qui s'explique. Et la télévision, la radio, les journaux sont là pour cela. Et justement, il faut se battre pour gagner cette bataille de la communication qui est la plus difficile à gagner. C'est un enfant de la télé, c'est un enfant des années 80. Il a vu aussi comment ça se passait aux États-Unis, un pays qui est toujours en avance sur le nôtre. Et donc il a intégré exactement les mêmes règles. Il sait que pour passer un message, il faut une image. Et pour véhiculer ces messages, toutes les images sont bonnes à prendre, même les plus simples. C'est beau la France, hein. Nicolas Sarkozy fait du vélo, c'est le sport le plus populaire en France. Nicolas Sarkozy fait du jogging, le jour, la nuit, sous la pluie. À New York, il montre qu'il a le goût de l'effort. À 2 jours du premier tour, Nicolas Sarkozy monte aussi à cheval, histoire de prouver qu'il est zen, surtout aux journalistes. Pourquoi vous avez emmené ? Parce que j'avais très envie de vous faire plaisir. Je vous trouverai un peu palichon avec la campagne. Je m'étais dit un peu de soleil, ça vous fera du bien. Parmi ses proches, quelques stars, là encore, très populaires. Mais Nicolas Sarkozy ne laisse pas au hasard le soin de les afficher à des moments stratégiques. Toutes ces valeurs. C'est quelqu'un qui résume assez souvent les gens à des étiquettes. Alors il sait très bien que quand il va se montrer avec Pascal Sevran ou avec Enrico Macias, on va dire qu'il a autour de lui des gens qui étaient des proches de François Mitterrand. Il sait quand il va se montrer avec l'ex-lofter Stevie qu'on va écrire qu'il a des amis qui ne cachent pas leur homosexualité. Nicolas Sarkozy, président, n'a pas l'intention de changer. Il a déjà prévenu, il s'exprimera régulièrement et ne restera pas enfermé à l'Élysée. Nicolas Sarkozy qui reste par ailleurs en liaison très régulière avec ses proches à Paris. En attendant la passation des pouvoirs, une antenne présidentielle est en train de voir le jour, pas très loin de l'Assemblée nationale. Michael Darmon, Guillaume Michel. On ne se refait pas. Même en vacances à Malte, le nouveau président Sarkozy téléphone beaucoup à ses collaborateurs. Et vous parliez de quoi? Son calendrier, c'est-à-dire l'installation dans ses bureaux provisoires, c'est-à-dire voilà, la composition de son équipe, qui il veut avoir ici. David Martinon, qui a été le chef de cabinet de la campagne, vient repérer les nouveaux locaux de Nicolas Sarkozy. Ils dépendent de Matignon, nous sommes au 35 de la rue Saint-Dominique, les anciens bureaux d'Azouz Begag. Dès demain, Claude Guéant, le futur secrétaire général de l'Élysée, et François Fillon, probable Premier ministre, vont quitter le QG de la rue d'Anguin.
Ils ont décidé ensemble que le président de la République irait jusqu'au bout de son mandat, c'est-à-dire le 16 mai à minuit. Bon, ce sera vraisemblablement le 16 mai dans la journée. D'ici là, Nicolas Sarkozy aura beaucoup consulté pour former son équipe. Certains n'hésitent pas à parler de véritable entretien d'embauche. Et puis on parlait des personnalités autour de lui tout à l'heure. Eh bien, l'élection de Nicolas Sarkozy aura certainement une conséquence sur l'exil de Johnny Hallyday, dont on a beaucoup parlé. Johnny Hallyday qui était à ses côtés dimanche soir. Son épouse Laetitia a annoncé ce matin sur RTL qu'il reviendrait certainement s'installer en France. Explication Martin Gouest, Daniel Lévy. De retour d'exil fiscal. Dès dimanche soir, Johnny Hallyday se montrait comme un des premiers supporters de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy tiendra parole, j'en suis certain. J'en ai encore parlé avec lui tout à l'heure, il tiendra parole. Il y a 5 mois, la famille Hallyday décidait de quitter la France, direction la Suisse. Le motif, le chanteur verse trop d'argent à l'État. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday annonce leur retour. On va certainement revenir en France, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité en France est inacceptable. Travailler les 3/4 de l'année pour l'État, c'est pas possible. Ce qu'on vous a fait perdre de plus précieux, cher Johnny. Ce qui va changer, c'est le bouclier fiscal, c'est-à-dire le montant maximum de l'impôt versé à l'État. Il existe depuis le 1er janvier dernier, il est de 60% des revenus, s'y ajoutent les contributions sociales. Nicolas Sarkozy veut un bouclier fiscal à 50%, tout compris, c'est-à-dire qu'on ne paiera pas en impôts directs, CSG et CRDS inclus, plus de la moitié de ce que l'on gagne, un seuil psychologique. La politique de M. Sarkozy qui est de dire, même si vous gagnez très bien votre vie, on ne prendra pas plus de 50% de ce que vous gagnez, et qui est de consentir à donner l'autre moitié, je pense que psychologiquement, c'est rassurant et que ça conforte un petit peu dans l'activité professionnelle qu'on est amené à développer tous les jours. Dans le calendrier prévu par le prochain chef de l'État, le bouclier fiscal nouvelle version devrait passer devant le Parlement à l'automne et s'appliquer le 1er janvier 2008. Et puis sachez que des manifestations se poursuivent dans quelques villes de France pour la 3e journée consécutive, ici à Lyon ou encore à Caen, des défilés dans le calme. Mais hier soir, plusieurs rassemblements ont à nouveau dégénéré en affrontement avec la police, menés le plus souvent par des groupes d'extrême gauche. La nuit dernière, 365 voitures brûlées ont été dénombrées au total. Et il y a eu des dégâts, notamment à Paris, autour de la place de la Bastille, mais aussi à Toulouse, à Rennes ou à Nantes. Un gigantesque incendie a provoqué de gros dégâts près de Lyon. 2 bâtiments de hangars ont été détruits, des logements endommagés. L'explosion d'une citerne a fait 5 blessés légers, notamment parmi les pompiers. Benoît Gadret, Thierry Monnier sur place. Dès les premières flammes, David, un riverain, a filmé avec son téléphone portable. Hier soir, il se trouvait ici, à 100 mètres à peine de l'entreprise en feu. Comme beaucoup, il a été surpris par l'explosion. Un gros effet de souffle, un gros effet de chaleur, c'était impressionnant, comme si on venait de faire un barbecue, le feu à côté de nous, quoi. C'était que de la chaleur, quoi. Et vous avez été projeté par terre? Ah, projeté littéralement par terre. Ce sont 3 camions-citernes chargés de GPL qui ont explosé après qu'un incendie se soit déclaré dans cette entreprise. La déflagration a été d'une intensité exceptionnelle. Il y a à la fois une boule de feu qui se forme pendant quelques dizaines de secondes, entraînant un rayonnement thermique très important. Une onde de choc également très importante et les réservoirs qui contiennent ce type de produit généralement se transforment en missiles et se disloquent. À terre, David continue à filmer. Des morceaux tombent à ses côtés. Oui, des trucs qui retombent les gars, si tu veux, fais le cap au ciel. Il y a des trucs dans le ciel. À 500 mètres du lieu de l'explosion, un trou béant dans une toiture. Comme si la maison avait été la cible d'un missile. En fait, c'est un morceau d'un camion-citerne de plus de 100 kilos qui a atterri dans la cuisine. C'est un miracle. Pourquoi? À 30 secondes près, on y restait, ou mon fils ou moi. Parce que vous étiez dans la cuisine? Parce qu'on était tous les deux dans la cuisine. Les dégâts matériels sont très importants. 4 entreprises ont été détruites par l'incendie. Un incendie dont l'origine reste à déterminer. Autre incendie à Loos, près de Lille, c'est la consternation. Une vieille église en briques et en bois datant du début du siècle dernier a été entièrement ravagée. Le clocher et la toiture se sont effondrés. Incendie peut-être d'origine criminelle. 3 personnes ont été interpellées puis relâchées.
De nouvelles règles vont sans doute être édictées pour respecter l'environnement et l'esthétique aux entrées des grandes villes. Ces zones, souvent défigurées par les grands magasins, les panneaux publicitaires et les centres commerciaux, eh bien, la commission de réforme de l'urbanisme veut imposer de nouvelles normes. Certaines villes ont déjà pris les devants. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre, Jean-Marie Lecartier. Coignères, 4500 habitants. Une petite commune des Yvelines réputée surtout pour sa zone commerciale. En bordure de National 10, 70 000 véhicules par jour et une foison d'entrepôts, de publicités quelque peu anarchiques. Beaucoup de bardages, de tôles ondulées, même si le maire depuis 15 ans a fixé des normes qu'il veut strictes en matière d'esthétique. Alors là, il n'y a pas beaucoup de matériaux nobles, hein. Il y a beaucoup de bardages quand même. Ah oui, il y a beaucoup de bardages. Bon, un peu habillé, on va dire, mais oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est encore un peu anarchique. Alors, prenez par exemple la maison du chiffon, là-bas. Bon, bah, je dirais, voilà quelque chose, toujours pareil, hein. Vous savez, les goûts et les couleurs. Une pollution visuelle, sonore et environnementale. Un mal nécessaire pour certaines communes qui voient dans ces zones commerciales une source non négligeable d'emplois, d'impôts et de taxes professionnelles. Mes collègues laissent entendre que je serai le plus riche du département, ce qui n'est pas tout à fait exact. On n'en est pas très loin. Des zones commerciales écologiques, esthétiques, intégrées dans la ville, la municipalité d'Angers veut y croire. À la place des anciennes halles se dresse désormais un nouveau centre respectueux au maximum du développement durable. Un projet novateur et ambitieux pour les promoteurs. À chaque étape du projet, gérer l'écologie du projet. Au niveau de la conception, sur les bilans énergétiques, sur le partenariat public-privé, sur l'intégration dans le site. À Angers, on a eu des contraintes fortes, hein, puisque vous voyez, on a une cathédrale, on a une tour du XVe siècle. Une structure en acier plus facilement recyclable que l'aluminium, un chantier propre et une récupération des déchets optimisée, un toit végétalisé, tout a été pensé pour respecter l'environnement. En fait, là, on est au milieu d'un champ de verdure, quoi. Un petit champ de verdure, en plein centre-ville. Parce que des gens ont des vues en plongée sur cette terrasse et qu'on a absolument voulu qu'elle ne soit pas un parking d'équipements techniques. Il y a des caractéristiques de ce substrat végétal qui retient un peu plus les eaux en cas de pluie. On ne peut plus admettre maintenant ce qu'on a admis pendant des années, c'est-à-dire effectivement des toitures de zinc sur des kilomètres, des parkings sur des kilomètres. Maintenant, on doit penser voiture, vie, 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 vie et bonne vie. Un centre économique à l'usage mais pas à la construction. 4 à 8% plus cher qu'un centre ordinaire. Un partenariat entre la ville d'Angers et le promoteur a permis surtout de faire revivre le centre-ville et ses petits commerces. À l'étranger, la paix après 30 ans de conflit en Irlande du Nord. Le pays a vécu un grand jour avec l'installation d'un gouvernement dirigé par le protestant Ian Paisley et le catholique Martin McGuinness. Maryse Burgot à Londres. Une stature imposante et un pas de géant pour cet homme de 81 ans. Dans quelques minutes, le protestant Ian Paisley va enfin accepter de partager le pouvoir avec cet homme, le catholique nationaliste Martin McGuinness. Image historique, les deux ennemis d'hier assis pour la première fois l'un à côté de l'autre. Tony Blair n'aura pas réussi à les convaincre de se serrer la main, mais de les voir là, tous les deux, prêts à gouverner ensemble l'Irlande du Nord, c'est déjà une immense victoire. Du plus profond de mon cœur, je vous le dis aujourd'hui. Je pense que le temps est venu pour l'Irlande du Nord de faire la paix. La guerre entre protestants et catholiques, symbolisée par ces murs de séparation, aura duré plus de 30 ans. 3600 morts, Belfast transformé en champ de bataille et des attentats quotidiens. Les protestants se battaient pour rester rattachés à la couronne britannique. Les catholiques voulaient une réunification avec l'Irlande. Ce soir, les uns et les autres ont enfin accepté de gouverner ensemble et c'est un succès personnel pour Tony Blair. Il fut le bâtisseur acharné de cette réconciliation.
Les tumultes de la démocratie à Taïwan, une empoignade monstre a éclaté aujourd'hui en pleine séance du Parlement. Des députés de camps opposés avaient d'abord cherché à bloquer l'accès à la tribune pour empêcher toute prise de parole. Une bagarre généralisée s'en est suivie. C'est une réforme électorale qui a déchaîné les passions, faisant même, vous le voyez, quelques blessés. Toujours en Asie, le réveil de l'Inde. Si la Chine est devenue l'atelier du monde, l'Inde mise sur la haute technologie. Le pays, il faut le savoir, occupe la première place pour le nombre d'ingénieurs. La région de Bangalore, par exemple, prend des airs de Silicon Valley et attire des spécialistes venus du monde entier. Envoyés spéciaux Arnaud Miguet, Diane Richard. C'est en voiture de golf que l'on visite cet immense campus de 80 hectares. Bienvenue à Infosys, le numéro 1 indien des hautes technologies. Ambiance jeune et décontractée, moyenne d'âge 26 ans. En 1981, ils étaient une trentaine pour fabriquer des logiciels sur mesure. Aujourd'hui, ils sont 67 000 répartis à travers le monde. Chiffre d'affaires du groupe 2 milliards de dollars. Infosys, c'est l'exemple de la réussite à l'indienne. Il y a une inversion. On ne parle plus de fuite des cerveaux. Désormais, les Indiens reviennent en Inde travailler pour des compagnies indiennes. C'est nouveau, ça? Oui, c'est une nouvelle tendance depuis 5 ans à peu près. Les petits génies indiens restent au pays et l'entreprise redouble d'efforts pour les garder. Salle de gym, restaurant, semaine de 5 jours au lieu de 6, salaire avantageux. Dans un secteur où la concurrence est impitoyable, rien n'est trop beau à Infosys. D'une compagnie indienne, Infosys est passée au rang de compagnie mondiale. Elle importe même, c'est une nouveauté, de jeunes ingénieurs occidentaux comme cet Allemand de 29 ans. Infosys, une belle carte de visite. Infosys est venu me chercher directement dans mon université et pour moi c'était une opportunité formidable de venir travailler pour cette société indienne, pionnière dans les services informatiques. Grâce à des sociétés comme Infosys, Bangalore est passé en 10 ans de petite ville provinciale à capitale mondiale du high-tech. Cette Silicon Valley indienne attire aujourd'hui toutes les multinationales. Du coup, les plus hauts salaires du pays sont ici. Pour ce jeune couple trentenaire, au salaire mensuel avoisinant les 4 000 €, l'avenir est radieux. Vous êtes sûrement payé le double aux États-Unis, mais vous ne pouvez certainement pas avoir la même qualité de vie que vous avez en Inde aujourd'hui. Un appartement avec piscine, vous êtes membre d'un club, vous avez une voiture avec chauffeur, comme tout le monde ici. Pas étonnant donc que les jeunes Indiens se précipitent dans un secteur qui emploie aujourd'hui 3 millions de personnes. S'il est un symbole du réveil de l'éléphant, c'est bien celui-là, l'informatique. Parti de rien dans les années 90, l'Inde a su créer une véritable industrie de services informatiques. Avec 60% du marché mondial, elle est aujourd'hui devenue le numéro 1. Les sciences, les astronomes n'avaient jamais vu ça. L'explosion d'une supernova, c'est-à-dire d'une étoile géante, a produit une luminosité d'une intensité inégalée. Elle a été observée à l'automne dernier par des Américains. Patrice Pellet. À 240 millions d'années-lumière, le télescope de la NASA Chandra a vu ceci, l'étoile 2006 GY, une supernova en pleine explosion. Une méga déflagration d'une luminosité de 50 milliards de fois celle du Soleil, l'équivalent de plusieurs centaines de millions de bombes atomiques. En fait, l'étoile géante, la supernova 2006 GY, vient de rendre l'âme, une première pour les scientifiques. Si nous sommes si excités, c'est que nous pensons que cette explosion pourrait avoir été déclenchée par un mécanisme prédit dans la théorie, mais jamais observé avant. Grâce à cette courbe, les scientifiques ont déterminé que la masse de cette supernova est 100 fois supérieure à celle du Soleil. Il y a eu 2 ondes de choc, la première quand les débris se sont éparpillés dans l'espace, la seconde quand la lumière a jailli dans un flash. L'étude de cette supernova et toutes les questions qui s'y rapportent doivent nous sensibiliser à ce qui pourrait nous arriver. D'après les scientifiques, ce qui pourrait nous arriver, c'est que dans 4 milliards d'années, notre Soleil disparaisse à son tour, comme cette supernova.
Explosion et éruption aussi sur la terre ferme avec cette nouvelle éruption donc de l'Etna qui gronde à nouveau en Sicile. C'est un magnifique spectacle, une brèche laisse échapper des coulées de lave. Aucune habitation n'est menacée pour l'instant. Rappelons que ces phases sont courantes. Il s'agit du volcan le plus actif, d'un des volcans les plus actifs du monde. La dernière grande éruption remonte à 6 ans. En France, la fermeture des dernières stations de ski dans les Alpes. Le bilan est sans doute représentatif des années à venir. Négatif, voire désastreux en basse et moyenne montagne, mais positif pour les stations d'altitude. Exemple à Val Thorens, Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Une météo de 11 novembre pour un 8 mai. Ultime pied de nez de l'hiver qui enveloppe les skieurs dans cette torpeur qui précède un long sommeil. Sur les pistes, les irréductibles se laissent aller comme englués dans leur dernier rêve blanc. En bas ça colle, en haut c'est bon. Il y a encore 1 mètre de neige au sommet. 70% du domaine est ouvert. Pourtant, c'est jour de fermeture et les inconditionnels n'en perdront pas une miette. C'est un rituel. Quand on est d'ici, il faut bien skier jusqu'à la fin. On a la montagne pour nous, c'est ça qui est bien. On en profite quoi. En bas, le cœur de la station ralentit ses pulsations. Les touristes sont partis, c'est l'heure du nettoyage, du tri, du rangement, des comptes. On a passé une saison à peu près correcte. Un peu trop de soleil. Bon, parce que pour nous, il nous faut quand même un petit peu de mauvais temps pour vendre tout ce qui est vêtements techniques, chaussettes, bonnets, gants, tout ça, quoi. Donc là, c'est vrai que tous ces trucs-là se sont moins vendus, quoi. Une légère nuance dans un bilan positif. La station la plus haute d'Europe n'a pas vraiment souffert du manque de neige, au contraire. Les clients se sont concentrés sur les stations d'altitude. Val Thorens étant situé à 2300 mètres, c'est devenu un très fort atout pour nous puisque nous garantissons la neige du début à la fin de saison. Cette fois, c'est la der des der. Encore imprégnés de neige, les skis prendront bientôt la poussière le temps d'un été et jusqu'à la prochaine ouverture, à la fin du mois de novembre. Faut-il parler de tempête dans un verre d'eau, c'est le cas de le dire, ou bien est-ce un coup de semonce pour la natation française? En tout cas, Laure Manodou persiste et signe. Dans une interview à la presse italienne, la championne affirme qu'elle ne rentrera pas en France. Elle a rejoint, vous le savez, son fiancé en Italie, sur place à Turin. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Cela faisait 2 jours qu'elle était invisible. À 17 h aujourd'hui, Laure Manodou réapparaît à Turin. Laure, vous venez ici pour signer? Juste un petit mot. Est-ce que vous allez vous entraîner à Turin? Vous restez à Vérone? Est-ce que vous rentrez en France? La championne olympique reste muette. À l'intérieur, l'attendent son agent et le président du club de natation turinois, La Presse. D'après les médias italiens, la nageuse s'apprête à signer un contrat de 6 ans avec les dirigeants de ce groupe. Manodou quitterait la France par amour pour lui, Luca Marin. En mars dernier, aux mondiaux de Melbourne, Laure Manodou nage pour la France et pour Luca. Alors, Manodou en Italie, escapade ou exil, pour les journaux transalpins, c'est le roman photo du printemps. Passion et contrariété. Luca nage à Vérone, son entraîneur ne voudrait pas de l'or, car il entraîne déjà sa rivale. La Française devrait alors faire des longueurs ici à Turin, à 350 km de son bien-aimé. Cet après-midi, celui qu'on présente comme son probable futur entraîneur temporaire ne confirme rien. Le club turinois a donné des instructions. Aucune déclaration. Silence radio, seule la nageuse Chiara Boggiato nous lâchera quelques mots. C'est une très grande athlète. Je l'estime pour tout ce qu'elle a déjà accompli. Donc ce serait une très bonne nouvelle qu'elle signe ici. Pour continuer de nager sous les couleurs françaises, Laure Manodou doit conserver sa licence à Canet-en-Roussillon. Les 2 fédérations nationales sont bien embarrassées. Le match France-Italie se résumerait-il cette fois à un coup de cœur? Une chose est sûre, les amants de Vérone sont souvent imprévisibles. Mais ce départ de Laure Manodou marque aussi une rupture avec son entraîneur, Philippe Lucas. On a souvent considéré qu'il avait pris une part très importante dans ses succès. Nathanaël de Rinxin, Cyril Paquier. Avec ses cheveux longs et ses lunettes noires, Philippe Lucas a plus un look de rockstar que d'éducateur sportif. C'est lui qui a découvert Laure Manodou à 14 ans et l'a emmené sur les plus hautes marches du podium. Aujourd'hui, son talent d'entraîneur est mondialement reconnu. Ses méthodes de travail, en revanche, peuvent surprendre. C'est une nageuse de merde, là. À faire n'importe quoi, tu prends tes affaires, tu te rates. D'accord? Tu fais quoi, là? Selon nos informations, une dispute similaire à celle-ci aurait éclaté la semaine dernière au Canet. C'est à l'issue de ce nouvel échange verbal mouvementé que Laure Manodou aurait quitté Philippe Lucas. C'est du petit bas. Là, t'es pas capable d'envoyer. Alors, quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi.
Dégage. Cet après-midi, Philippe Lucas a enfin réagi au départ de sa championne. Cela faisait 6 ans qu'il l'entraînait tous les jours. Il l'a considéré comme sa fille. Dans le couple Manodou-Lucas, le plus fort c'était moi dans la tête, bien sûr. Parce que bon, voilà quoi, c'est tout. Mais je suis pas de tristesse, je suis pas... Ça me fait rigoler, non, il n'y a pas de souci, non. Est-ce que vous regrettez quand même d'avoir été rude avec elle ou quelque chose qui se serait passé la semaine dernière ou... J'ai jamais été... J'ai fait pour qu'elle devienne la meilleure nageuse du monde. Elle a été la meilleure nageuse du monde. Dans la vie des nageurs, le rôle de l'entraîneur est prépondérant. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la météo, c'est lui qui pousse son élève, l'encourage, le conseille. Une relation souvent étroite, fusionnelle parfois, comme c'était le cas entre Philippe Lucas et Laure Manodou. Forcément, leur future séparation inquiète. Moi, de ce que j'ai pu voir en natation, à chaque fois qu'un athlète changeait d'entraîneur, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est partie par amour et que tout le monde est bien embêté parce que l'on sait que Laure sans Philippe, c'est plus du tout la même chose. À 15 mois des Jeux Olympiques, les plus grands champions de la natation française s'interrogent sur l'avenir sportif de Laure Manodou, qui doit pourtant disputer cette année la saison la plus importante de sa carrière. Le théâtre favorise l'épanouissement, on le savait depuis longtemps, et bien c'est aussi le cas pour les handicapés, les non-voyants notamment. Une première classe spécialisée vient d'ouvrir à Paris, les apprentis acteurs sont conquis, mais le public l'est également. Jean-François Firet, Daniel Lévy. Et moi, on est d'un seul tenant. À quelques heures de la première, dernière recommandation du metteur en scène. Vous l'avez légèrement cachée, faites-lui un tout petit peu signe pour qu'elle soit visible. Un signe, une tape dans le dos, un murmure, en tout cas, pas un signe de la main. Je suis vierge. Car Paul Havret est non-voyante, comme la majorité des acteurs de cette troupe. Au Clair de la Lune est une école de théâtre différente, où se côtoient valides et handicapés. 220 élèves suivent exactement le même cursus, il ne tient pas compte du handicap. Sur scène, les gens ne le voient pas et je ne le montre pas non plus. Et c'est peut-être ça aussi qui me plaît, parce que j'ai pas spécialement envie d'être repérée en tant que handicapée. Il y a un problème, on nous le dit comme à quelqu'un qui voit. Et ça, je trouve que c'est nous respecter en tant qu'être humain. Premier cours de comédie pour Christine Frémont, 52 ans. Tu sors la phrase sans réfléchir, d'accord? Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ses professeurs sont comme des thérapeutes, la forçant à donner de la voix, à lire en braille. Un travail de patience et de concentration, mais un travail qui paye. Le théâtre lui a redonné confiance. Elle est morte pour lui. Je fais des choses que j'aurais jamais pensé faire. Marcher dans la rue de Rivoli, il y a 2 ou 3 ans, je disais non. Puis aujourd'hui, je circule dans la rue de Rivoli, pas comme vous, mais presque. Et comme tout le monde, juste avant de monter sur scène, ce petit quelque chose dans le ventre. Je ne peux pas dire le trac, mais je dirais plutôt nœud à l'estomac. Quand c'est toi le maire, ils ont la décharge publique municipale chez eux. Quand c'est eux le maire, tu as la décharge publique municipale chez toi. C'est bête, c'est simple, c'est comme ça. Dans la salle, au milieu des spectateurs, les professeurs, ils constatent des progrès spectaculaires. C'est le jour et la nuit. Et on se rend bien compte que même leur entourage, qui les accompagne dans ce progrès, cette évolution, sont eux-mêmes spectateurs d'une renaissance que eux-mêmes n'avaient jamais imaginée. Créée il y a 3 ans à Paris, l'école au Clair de la Lune reçoit aujourd'hui une ovation. À la rentrée prochaine, elle ouvrira aussi le rideau en province. Cinéma, parmi les sorties de la semaine, La Faille avec Anthony Hopkins, un polar. L'acteur endosse à nouveau le rôle d'un meurtrier, manipulateur et provocateur. Emmanuel Lambert. Tout commence mal, très mal pour Anthony Hopkins. Je t'aime. Sa femme le trompe, il décide de l'abattre, froidement. Il fait ainsi un coupable idéal, logique. Méfie-toi de ce type, pas il a si quelque sûr. chose qui tourne par rond. Ce n'est pas la bonne arme. Comment ça, ce n'est pas la bonne? Elle n'a jamais servi. Pas d'empreinte, pas d'arme, pas de trace de sang. Ce type se fout de nous. Ted Crawford, mon personnage, est un ingénieur. Il est calculateur, intelligent. Il adore la précision. Il est convaincu d'avoir commis le crime parfait. Ryan Gosling, jeune et brillant procureur, est persuadé du contraire. Il veut agir vite, envoyer le coupable en prison, sa carrière en dépend. Manipulateur, Hopkins va le mettre à l'épreuve. Quand on regarde de près, on voit que tout le monde a un point faible où se produit un jour. La faille. Vous cherchez le mien? Le vôtre, je l'ai déjà trouvé. Il se délecte de toute cette affaire, de me regarder me débattre, impuissant, au bout de son hameçon.
La personne qui a infligé cette sorte de blessure avait l'intention de tuer. Objection, votre honneur. Je ne connais pas la terminologie légale, mais comment est-ce que vous appelez un officier de police qui vous arrête et couche avec votre femme? À travers une simple affaire d'adultère et de vengeance, La Faille dénonce la judiciarisation de la société américaine. En tuant sa femme, Crawford entraîne les deux amants dans son piège. Un plan élaboré pour mettre en échec le système judiciaire. Le costume du tueur machiavélique lui va si bien. Pourtant, c'est seulement la deuxième fois de sa carrière qu'Anthony Hopkins incarne un criminel. 16 ans après Le Silence des agneaux, il est à nouveau cruel, glacial, excellent. J'ai bien peur que vous y soyez obligé. Sorti demain donc, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, un téléfilm en 2 parties. Le triporteur de Belleville. Première partie donc ce soir avec Laurent Deutsch et Roman Boringer. À demain.